Pendant que la rue bouillonne, j'appelle les camarades, nous nous réunissons. J'ai dit, il faut qu'on aille à la préfecture d'Abidjan pour déposer les dossiers de notre parti. J'avais devant les camarades un raisonnement simple. J'ai dit, nous déposons les papiers. Si on m'arrête, la rue va bouillonner encore plus. Si on ne m'arrête pas, c'est le multipartisme qui est né. Mais dans les deux cas, on ne perd rien. Nous sommes gagnants sur les deux tableaux. Et j'étais d'autant plus impossible de tenir la rue que l'armée elle-même était déjà délitée. Elle-même avait déjà marché en 90 jusqu'à l'aéroport. Elle faisait ce qu'elle voulait. Donc il n'y avait plus de force de répression sur laquelle le pouvoir pouvait compter. Il fallait s'engouffrer dans cette brèche-là. On a débattu longtemps, nous avons fait une liste et nous sommes allés déposer les papiers. Alors ça, c'était très amusant parce qu'on arrivait, il y avait un bureau pour déclarer les organisations. Alors j'étais dans les rangs avec Boga et puis Agodiopol, nous étions dans les rangs. Dans ces choses-là, j'amène toujours Boga parce qu'il est juriste, donc s'il y a un problème de droit, il peut nous défendre. Alors on arrive là, et puis notre tour arrive, et je dépose mes papiers devant le bonhomme, il regarde, il dit, ah non, je ne peux pas. Il dit, ah monsieur, prenez vos papiers. Pardon, je ne peux pas. Allez voir le préfet ou le secrétaire général de préfecture, mais moi je ne peux pas prendre ça. Alors c'était une première indication. C'était le 2 avril 1990. Donc on va voir le secrétaire général de préfecture, on lui donne les papiers et il parle en Juda. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je fais? Alors attendez, il prend le téléphone, il appelle le préfet qui n'était pas là, qui était chez lui. Le préfet lui dit, dites-leur de revenir demain. Je suppose que c'était pour se donner un temps de réflexion pour téléphoner au ministre ou au président de la République. Dites-leur de revenir demain. Donc on part. Et on revient le lendemain, 3 avril. Le préfet nous reçoit très gentiment. Il reçoit nos documents. Il appelle sa secrétaire. Il lui dicte la réponse à nous donner, qui était positive. Je dis c'était un récépissé à nous donner. Il lui dicte les mots. La secrétaire tape. Pendant ce temps, il nous offre du café. Il signe et il cachette. Et il nous tend le document. Nous le prenons, nous sortons, le multipartisme est né. C'est tout, c'est comme ça. Puisque la Constitution, l'article 7 de la Constitution, prévoyait déjà le multipartisme. Il fallait avoir du cran, du courage et de la volonté pour forcer ce destin et faire revivre l'article 7. C'est ce que nous avons fait. Sortis de là, nous nous sommes précipités dans les locaux de RFI, de BBC, de La Voix de l'Amérique. On nous a interviewés. Le multipartisme était né. 3 avril 1990. Après nous, beaucoup de partis sont allés se déclarer, déposer leurs papiers, jusqu'à ce que le 30 avril, le bureau politique du PDCI se réunisse et constate qu'il n'y a plus un seul parti en Côte d'Ivoire, mais qu'il y en a plusieurs. Donc, il a pris acte de cela. Je voudrais seulement que nous partagions l'émotion qui m'étreint, car ça fait 26 ans que je lutte dans la clandestinité. Certains camarades sont plus anciens dans le combat, d'autres sont venus au combat clandestin de façon plus récente, mais quand on a passé son temps à se cacher, à porter des masques, à dire des choses qu'on ne pense pas toujours,
ou à les enrober, vous comprendrez que l'instant, le moment que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un moment de grande émotion pour moi. La démocratie attendait Laurent Gbagbo au coin de l'histoire. Mais il était le seul à le savoir, il était le seul à le sentir, il était le seul à le vouloir. Dieu et le peuple ont fait le reste. S'il avait été un peintre, Laurent Gbagbo aurait été un surréaliste, parce qu'il aurait dessiné un monde où le rêve et la réalité se rejoignent. Ce pays a plus de 100 ans, sa république a moins de 50, sa dictature a plus de 40, sa jeune et fragile démocratie a moins de 20 ans. Ce passage du guet, ce bond prodigieux vers la liberté, nous le devons à Dieu, au peuple de Côte d'Ivoire et à cet homme d'exception, Laurent Gbagbo. Visiblement, les adversaires de Laurent Gbagbo se trompent de combat. Le candidat le mieux placé pour gagner ne sera pas seulement celui qui empruntera à un autre les rayons de sa gloire, mais celui qui, à l'expérience, offrira à la Côte d'Ivoire des raisons de croire à son efficacité. Nous avons convoqué une convention nationale et c'est là que nous avons décidé de la conduite à tenir. À savoir que premièrement, nous sommes contre l'article 11 de la Constitution qui organisait une succession de type monarchiste. C'était l'essentiel. Et que nous pensons qu'en République, quand un chef n'est plus, il faut trouver le moyen d'organiser dans des délais assez raisonnables d'autres élections pour que le peuple, qui est le souverain, désigne le nouveau chef d'État. Cette position, nous savions qu'elle ne pouvait pas passer puisque la Constitution était déjà celle qu'elle était. Et donc, nous savions que le président de l'Assemblée nationale, qui se trouvait être Henri Konan Bédié, allait devenir président de la République. Mais pour le principe, il était important que nous montrions la différence et que nous montrions la voie de la démocratie et de la République. À supposer que les élections soient bloquées ou retardées, vous savez que l'article 10 de la Constitution stipule de toute façon que le président de la République, le mandat du président de la République, ne cesse que lorsque le nouveau président est élu. Vous le savez. Alors, beaucoup se font des illusions. Comme il est dit également à l'article 11 de la même Constitution, qu'en cas de situation exceptionnelle, le président de la République prend des mesures exceptionnelles après consultation du président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale se réunit aussitôt. Entre-temps, le président de la République aura communiqué à la nation ces mesures exceptionnelles par un message. Dans la politique, il ne faut pas se battre au moment choisi par l'adversaire, ni sur un sujet choisi par l'autre. La première bataille consiste à choisir la raison de la bataille et le lieu de la bataille. Nous voulions nous battre, nous, avec les résultats des élections en mai. Parce que nous étions sûrs de l'emporter.
Notre problème, tout au long de cette campagne, a été le suivant. Nous allons gagner, nous en sommes certains. Mais est-ce que le général Gueye va accepter le résultat des élections? On est allé aux élections, ce qui devait arriver arriva. Nous ne pouvons pas laisser la Côte d'Ivoire dans les mains de quelqu'un que les Ivoiriens n'ont pas choisi. Cela n'est pas possible. Et quiconque pense qu'il peut le faire se trompe. Donc nous avons demandé aux Ivoiriens d'aller chercher dans la rue la victoire qu'ils m'ont donnée dans les urnes. Ils ont payé de leur vie, ils ont payé de leur sang, mais ils ont récupéré leur victoire. C'est ça qu'on appelle une double victoire. C'est ça qu'on appelle être soutenu par le peuple. Il fallait aller aux élections. Tous ceux qui pensent qu'en allant aux élections, ils doivent gagner se trompent. On peut aller aux élections aujourd'hui pour gagner demain. Et j'ai dit toujours à mes camarades, François Mitterrand s'est présenté contre le général de Gaulle en 1965. Les bulletins ont été dépouillés en 1981. Il fallait que le Front populaire ivoirien aille aux élections présidentielles en 1990 s'il voulait un jour prochain gagner les élections présidentielles. Je peux vous dire aujourd'hui que je me suis présenté contre Foubani en 1990 et que les bulletins ont été dépouillés en 2000. Le 26, j'ai prêté serment. Considérant que M. Laurent Gbagbo a recueilli la majorité absolue du suffrage requise pour être élu au premier tour du scrutin. En conséquence, il convient dès lors de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, c'était la grande émotion. Tout de suite, j'ai vu défiler toute notre vie. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. On était sûr que ça allait aboutir parce que la cause était noble, la cause en valait la peine. On se disait que ça allait aboutir. On se disait qu'on avait le courage qu'il fallait pour bousculer les choses et que donc ça allait aboutir. Mais à un moment donné, on se disait, c'est nos enfants qui vont en bénéficier. Et puis, on a vu les choses s'accélérer à un moment donné. Ça s'est accéléré, et brusquement, je retrouve Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Cet homme qui a subi tellement d'humiliations, qui se retrouve aujourd'hui président de la République, qu'on décore, on lui donne les attributs, n'est-ce pas, de chef d'État. J'ai craqué, tout simplement. Mm-hmm.